Bonjour à toutes et à tous, je suis Fred Bendongué et vous souhaite la bienvenue sur ce podcast à la bonne heure conversation avec le hip-hop, culture dans laquelle on épuise matière à créer et à penser. Originaire des Hauts-de-France, dont Tourcoing, il est le fondateur de la compagnie Melting Spot, qui crée en 1994, voilà déjà 30 ans. Cela fait 30 ans que cet artiste hip-hop et chorégraphe contemporain, au sens historique du terme, fait preuve d'audace en décloisonnant les stylistiques. Il aime bousculer les codes, notamment ceux du hip-hop, pour à chaque fois relancer ses nouveaux enjeux de création. L'audace, c'est ce qui le caractérise parce que ses choix artistiques, ses collaborations avec des univers culturels opposés du sien le mettent à chaque fois en risque, en défi. Bah ouais, c'est après tout un danseur du défi des premières heures du hip-hop en France. J'ai donc l'honneur et le plaisir de vous présenter Farid Berki de la compagnie Melting Spot. Salut Farid, comment tu vas ? Salut Fred, écoute, très bien. Alors Farid, tu sais, comme d'habitude, je laisse les invités se présenter par eux-mêmes aussi, comme ils l'entendent. Alors, je te passe le micro, je te laisse le micro, parce que tu l'as déjà, pour te présenter à ta façon, comme tu veux. Alors, moi je suis originaire du Nord. Un truc qui est déterminant dans la construction de mon identité, c'est que je suis métisse, donc une double culture. Ouais. Et par ailleurs, j'ai vécu pendant de nombreuses années à la frontière avec la Belgique. Je traversais ma rue, j'étais en Belgique. Donc ça m'a permis d'avoir accès à d'autres repères et d'autres références culturelles. D'accord. Et ça, c'est déterminant dans mon travail artistique et le fait que je sois un citoyen ouvert aux autres. Moi, j'ai participé activement à la marche en 83. On a accueilli dans mon quartier, qui était une ZUP, les marcheurs. Et puis le hip-hop est arrivé, je me suis engouffré dans la brèche, je ne pouvais plus m'arrêter, quoi. C'était non-stop. Et de fil en aiguille, j'ai continué à travailler. Et une chose qui est importante, c'est que dès le début, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, c'était une des rares cultures qui me parlait et qui me permettait de m'exprimer et de me construire. Je ne me reconnaissais pas dans la culture, on va dire, dominante, habituelle. Et donc, ça a été un échappatoire pour moi, pour échapper à mes conditions sociales. Ouais. Voilà, ça c'était important. Et par ailleurs, j'ai tout de suite été dans la transmission du peu de connaissances que j'avais, mais je n'étais pas un danseur exceptionnel. Mais j'ai trouvé que c'était déterminant de transmettre aux autres cette culture. Voilà. Et je suis devenu chorégraphe par défaut. J'aime bien dire ça, mais... Intéressant. J'ai monté des groupes, on a monté des groupes, des collectifs, des choses comme ça. J'ai fait des événements autour du graphe, du DJing, du rap, voilà. Et puis, on avait un groupe de danseurs qui était déjà polyvalent. Tu avais une danse classique, danse contemporaine, cabaret même. Et puis, on a commencé à écrire des débuts de séquences. Et puis, au fur et à mesure, les danseurs se sont un peu retirés en disant « Non, vas-y, nous... on n'y arrive pas, on n'a pas vraiment d'idée. Et c'est comme ça que je suis devenu chorégraphe par défaut, en fait. Et puis alors, Farid, les auditeurs et auditrices ne le savent peut-être pas, mais tu es l'origine quand même de bien des initiatives, et notamment à Roubaix. Là, d'ailleurs, on s'est rencontrés, je crois, la première fois, parce qu'à l'époque où j'étais membre des Tractions Avant, de Vénissieux, c'est toi qui nous as fait venir à Roubaix, où on avait présenté justement cette création, ce n'était pas Cascadance, c'est juste mon premier ouvrage, celui que je signe, d'ailleurs, que je co-signe avec Samir Achichi, d'ailleurs, pour être plus précis, qui est au sud d'Altaïr. Et c'est toi, donc, qui nous fait venir à Roubaix, qui nous permet cette programmation, et qui est l'entremetteur aussi de cette rencontre avec Frédéric Delarue de la compagnie Tribala, dans la rue La Danse. Frédéric Delarue, c'est l'animateur de la rue La Danse. Tout à fait. Et ça, c'est important parce que, tu es un entremetteur, tu es un initiateur, tu es un passeur aussi de culture. Tu es à l'origine de bien des initiatives à Roubaix, notamment celle d'avoir projeté sur la scène chorégraphique une jeune génération de danseurs et de danseuses hip-hop, pour certains aujourd'hui connus, des théâtres subventionnés. C'est important de le préciser, Farid, car lorsqu'on est mal informé, tu sais, on peut avoir aussi l'impression que cette génération s'est faite toute seule, alors qu'il existe une véritable filiation, auquel tu fais partie,
c'est que l'institution culturelle en général, c'est parfois efforcée d'être dans un mouvement de désaffiliation, comme si c'était elle qui les a fait naître. Alors, j'aimerais, si tu veux bien, Farid, que tu puisses nous apporter juste un petit peu d'éclaircissement à ce sujet-là. Alors, d'abord, le hip-hop n'a pas attendu l'institution pour travailler sur la transmission et sur l'affiliation. Ça fait partie intégrante de cette culture. Et c'est vraiment déterminant. La deuxième chose que je dois dire, et c'est pas pour diminuer le talent des artistes maintenant, c'est que la première génération est autodidacte. Et les générations d'après n'ont existé que parce qu'on leur a fait de la transmission. Oui. Alors c'est très marrant parce qu'il y en a beaucoup qui se revendiquent autodidactes alors qu'ils ont été formés par la première génération et nourris par cette première génération. Carrément. Il y a cette volonté d'émancipation, c'est très bien, mais il faut savoir reconnaître les choses dans la vie. Et je pense que tout le monde n'y est pas encore arrivé. C'est une question de maturité peut-être aussi. Probablement, oui. Farid, tu peux nous parler un peu de ton actualité artistique aujourd'hui, un peu dans les grandes lignes, si tu le souhaites, bien sûr. Alors, en fait, la compagnie existe depuis 30 ans. Une chose sur laquelle je tiens, c'est fêter les 30 ans de la compagnie. Ouais. Donc on va faire ça dans le courant de l'année, d'ici la fin de l'année, je crois. D'accord. En invitant des artistes de différents horizons, qui viendront performer, qui viendront en concert, faire un bal, il y aura probablement un élément d'exposition, des projections de vidéos, d'extraits. Ouais, comme la rétrospective aussi. Exactement. Pas pour s'auto-congratuler, moi c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais la mémoire, la trace mémoire. Exactement, oui. Ouais. Donc voilà, ça c'est un enjeu important, symbolique, mais voilà. Et puis la deuxième chose, c'est que pendant 30 ans, je ne me suis jamais retourné sur mon travail. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi, j'étais toujours dans la projection, aller vers l'avant. Pour moi, ce qui est derrière, c'est le passé. Et là, avec ces 30 ans, je me dis que c'est peut-être le moment, je suis à la fin d'un cycle, c'est peut-être le moment de me retourner un peu et voir ce que j'ai fait et redécouvrir des choses que j'avais totalement oubliées. Ouais. Et donc, du coup, je suis en train de mettre en place, c'est pas une révélation ce que je vais vous dire, mais c'est un nouveau projet, qui est un projet de solo à deux, qui va faire état de la question de la transmission. Tout à fait. Et puis, une deuxième chose, qui est un projet auquel je pensais depuis très longtemps, avant le hip-hop. Ouais. En fait, je voulais être réalisateur de films. D'accord. J'étais passionné de cinéma, et c'est ça que je voulais faire quand je serais plus grand. Sauf que le hip-hop m'a embarqué vers autre chose. Ouais. Et du coup, à mon grand âge, comme dirait l'autre, je me suis dit, c'est peut-être le moment de tenter de réaliser quelque chose sous la forme d'un documentaire, de pastilles sonores, visuelles, et de me mettre en difficulté, comme je l'ai toujours fait dans mon travail de création, quoi. Exactement. En fait, documenter autrement. Parce que déjà, en tant que chorégraphe, ton travail, ta création documente déjà. Elle nous documente sur le monde, sur des questions qu'on se pose sur le monde, notre rapport au monde, à la société. Une autre façon de documenter aussi, non ? Oui, et puis moi j'aime bien l'expression qui dit, il y a l'histoire qui appartient aux dominants, et il y a les mémoires qui témoignent de certaines réalités qui ne sont pas véhiculées dans les médias principaux. Ouais, d'accord. Et y compris dans l'inconscient collectif, y compris chez les gens du hip-hop. Farid, comme tu le sais, beaucoup de danseurs justement et de danseuses chorégraphes se sont sentis, de hip-hop, se sont sentis un peu obligés de se confronter à d'autres univers plus officiels, plus dominants. C'est de la danse pour gagner de la reconnaissance et de la légitimation artistique. On en a parlé sur le premier podcast avec la compagnie Vague de Flow à ce sujet-là. Tu sais, c'est les fameux duos hip-hop contemporain, hip-hop classique ou encore hip-hop baroque. Et très tôt, et indépendamment de ces logiques de reconnaissance, mais aussi d'aliénation, toi, tu as senti le besoin d'aller vers d'autres univers tels que celui du flamenco, mais aussi des collaborations avec des chorégraphes et danseurs contemporains, mais pas seulement. On va écouter un échange entre toi et Jean-Claude Galota, qui est quand même une figure de la danse contemporaine, mais aussi Dominique Boivin, extrait d'un documentaire qui s'intitule Solo Soli, réalisé en 2003, réalisé, si je ne me trompe pas, par Jean Rabaté, c'est ça ? Exactement. Allez, on écoute et on en parle. Voilà mon problème, je suis dans un espace que je ne maîtrise pas, et soudain il y a une méduse qui arrive et qui vient me déranger. En fait, la méduse, elle est incontrôlable. Elle fait des caprices, des fois elle rentre un peu plus tôt, des fois un peu plus tard. Et donc elle vient me déranger. Je voulais être une victime, donc je voulais ne pas maîtriser.
Et je me suis fait chier parce qu'en fait, quand on ne maîtrise pas, on est emmerdé sans arrêt, on a que des problèmes. Et puis elle vient me défier en fait. Et donc elle va se mettre dans son coin, puis moi je me mets dans mon coin. Voilà. Et donc je me retrouve en vis-à-vis avec elle pour attaquer le combat. Voilà. J'ai pas envie de faire un truc figuratif, j'ai pas envie de faire le truc, et pourtant je m'y retrouve et ça m'emmerde. Farid, tu peux essayer l'esquive? L'esquive. Tu vois que tu joues, ça peut être simplement le jeu de l'esquive. Ouais. Parce que là déjà on rentre déjà dans l'attraction, le jeu de l'esquive, parce que c'est un peu la problématique de la danse, c'est toujours d'esquiver. Ouais. C'est qu'on ne combat pas en fait, voilà, il n'y a pas de combat. Voilà, et du coup on voit quand même une énergie rapide, on voit ton rapport à l'objet, mais on n'est pas dans la figuration. Après, c'est vrai que moi dans mon besoin d'abstraction, je ferais plus de l'esquive en dansant comme tu danses, et en mettant plus le... C'est-à-dire que les bras, en fait, ils suivent un peu ce que tes jambes font, pour pas les laisser fixes. Oui, parce que parce que du coup, elles te bloquent. Voilà, t'es bloqué, ouais. D'ailleurs, c'est intéressant parce que, par exemple, si tu boxes comme ça, t'es prêt à te défendre. Si tu boxes comme ça, t'es tranquille, mais t'as pas peur. Oui. J'ai une question, parce que ça c'est un truc qui m'intrigue aussi. C'est la question du regard. Parce que le regard donne le sens pour moi. Oui. Comment est-ce que l'individu devient, à un moment donné, pas objet, mais quelque chose qui est mobile et qui n'est pas forcément un personnage. J'ai peur que si tout à coup tu t'obliges à regarder ou à jouer l'esquive, tu vas casser ce rapport global que tu as créé par le mouvement, tu vois. Le fait d'être induit dans ton mouvement, tout participer avec une justesse sans avoir besoin de le forcer ou de le réfléchir. Tu vois. Mais du coup, c'est plus pantomime pour moi. Voilà, tu vois, on rentre dans le jeu. Alors que tout à l'heure, pas du tout. C'est dans le mouvement. C'est-à-dire d'affirmation, Par exemple, tu tu es là et tu danses comme ça face. Oui. C'est caricatural. C'est impudique. Un regard dedans, dans son mouvement, c'est trop de pudeur. Donc ce que j'aime vachement, c'est quand quelqu'un passe de là à ça, tu vois, c'est qu'il passe de la pudeur à l'impudeur. Ça, c'est magnifique. J'adore. Bon. Alors là, on peut... Alors c'est intéressant parce que on peut imaginer un peu la situation, on entend... à travers cet échange, le son de tes pas quand tu danses, parce que c'est toi qui danses, sur cette impro en fait, c'est de l'impro. Tu peux, comme ceci, nous en dire un peu quelques mots un peu complémentaires sur ce qu'on a entendu ? Oui, bien sûr, mais c'est la première fois que j'entends ça, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis jamais retourné. Voilà. Donc ce documentaire, je l'ai jamais revu en fait. Et donc c'est plutôt intéressant, parce qu'à l'époque, je me posais beaucoup de questions. Et le fait de travailler sur ce projet avec deux chorégraphes complètement différents, ça m'a à la fois déboussolé, mais en même temps ça m'a ouvert vers autre chose. Une autre manière d'appréhender l'écriture d'une séquence dansée. Un autre processus. Et puis un regard différencié. Et ben, j'ai beaucoup appris, ça m'a nourri. Par exemple, la question que je pose à un moment sur le fait... poser le regard ailleurs que dans le mouvement, sortir de la frontalité, ça voulait dire. Et du coup, ça m'a engagé à poursuivre un travail que j'ai fait après avec mes danseurs. C'est-à-dire que pour aller vers l'abstraction, c'est important que le regard soit dissocié du mouvement. Et ça donne une autre couleur au mouvement. C'est-à-dire que je ne suis pas dans une danse d'affirmation, mais je suis dans une forme qui va vers l'abstraction et qui va vers le lâcher-prise. Et ça, pour moi, ça a été déterminant. Au-delà du fait que ça m'ait nourri cet échange. Donc voilà. Alors ce qui est marrant, c'est qu'au début, je captais rien à ce qu'il me disait. Il me sortait des trucs qui va vers l'abstraction. Moi, j'étais dans du concret, j'étais formaliste. Je voulais produire de la matière. Puis d'être dans le sens aussi, toi, peut-être. Oui. Alors que là, quand on dit l'abstraction, on n'est pas forcément dans... Est-ce qu'on est... On est dans un autre parti pris que celui d'être... Il y a la notion du sens, mais voilà. On est dans un entre-deux, en réalité. Il y a des choses qui parlent pour elles-mêmes dans la danse. La danse exprime des choses qu'on n'est pas en mesure de formaliser sur le plan de la parole. Tout à fait. Oui, bien sûr. Et donc voilà.
Et puis, du coup, cette rencontre m'a complètement perturbé. Ouais. Mais en même temps, ça m'a ouvert vers une autre manière de penser le mouvement, en fait, tout simplement. J'imagine, Farid, et puis aussi te découvrir aussi d'autres capacités, quand même, aussi des ressources. Ouais. Autant des ressources dans des situations qui ne sont pas simples, qui ne sont pas confortables non plus, pour pouvoir aussi rebondir, aussi arriver aussi à... Après, ça fait partie de ce que les artistes ont une nécessité absolue à tendre vers. Ouais. C'est sortir de sa zone de confort, prendre des risques pour découvrir d'autres mondes, d'autres univers, d'autres manières de penser les choses. Et alors, il y a un truc qui est très marrant là-dessus. C'est tout le début, quand je parle d'une méduse et tout, les gens vont halluciner en disant le mec, il est barré, il a fumé ou quoi. Non, ça n'a rien à voir. En fait, sur ce truc-là, j'étais dans un truc qui allait vers l'abstraction. C'était des barres articulées qui deviennent d'un seul coup un ring. Et dans cette pièce, il y avait, là je dévoile un truc, mais il y avait des espèces de voitures télécommandées par la coulisse. On n'était pas high-tech comme maintenant. Oui, bien sûr. Là. Pas de pilotage en Wi-Fi et tout ça. Ouais, 2003. Et en fait, c'était des journaux. Parce que j'avais envie d'évoquer le fait que la presse transforme certaines réalités. Quand on était envahi par la presse. Et la méduse dont je parle, c'est une voiture télécommandée avec des feuilles de papier dessus. Okay. Et c'était ce combat entre ce que dit la presse et ce qu'on est véritablement. Intéressant, là. C'était Fred Bendongué pour À la bonne heure, conversation avec le hip-hop. Cet épisode est disponible sur iTunes, Deezer, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour le prochain épisode. À très bientôt.